Imaginez une Afrique du Sud à peine libérée de l'apartheid. Le pays sort d'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les télécommunications réservées aux privilégiés, un téléphone fixe était un luxe, un portable, un rêve de science-fiction pour la majorité. C'est dans ce chaos fertile qu'une poignée d'hommes d'affaires vont déposer un dossier de candidature, un dossier qui allait changer le visage des communications en Afrique. Leur entreprise s'appelait Comcel. Vous la connaissez aujourd'hui sous un autre nom, MTN Group. 290 millions d'abonnés, 50 marchés, un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards de dollars. Comment MTN Group pu maintenir sa croissance dans un contexte de concurrence crue des géants technologiques mondiaux? Comment ce groupe parvient-il à concilier rentabilité économique et inclusion financière des populations les plus démunies d'Afrique? Et surtout, comment MTN Group gère-t-il les risques politiques et réglementaires inhérents à son expansion sur 50 marchés aux environnements institutionnels instables? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à une demande, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire du groupe sud-africain MTN. C'est une histoire de réseau de communication, de fibres Internet et d'un retournement des situations qui a failli faire basculer la vie d'un géant. Voici l'histoire improbable de la plus grande success story des télécoms africains. Nous sommes en 1994. L'Afrique du Sud vient d'organiser ses premières élections démocratiques. Nelson Mandela est élu président et le gouvernement, dans son élan de reconstruction nationale, décide d'ouvrir le marché des télécoms à la concurrence. 2 licences de téléphonie mobile sont mises aux enchères. La première y viendra à Vodacom, soutenu par les géants Vodafone et Telcom. La seconde, personne n'en voulait vraiment. C'est là qu'entre en scène Mikey Ferreros et un consortium de petits investisseurs privés. Là où les grands groupes voyaient un marché instable, eux voyaient une opportunité historique. Ils remportent la licence pour une somme modeste. Le 1er octobre 1994, MTN effectue son premier appel commercial. Mais les débuts sont difficiles, très difficiles. Le réseau couvre à peine Johannesburg et Cape Town. Les téléphones mobiles coûtent l'équivalent de plusieurs salaires mensuels. Et Vodacom, avec ses appuis internationaux, écrase le marché. MTN est un nain face à un géant. Pourtant, l'entreprise prend une décision qui va tout changer. Aller là où Vodacom ne veut pas. Les townships, les zones rurales, les populations que tout le monde ignore. MTN parie sur les oubliés de l'économie formelle. Et ce pari va s'avérer génial. En 1998, MTN réalise quelque chose que peu d'entreprises africaines osaient envisager à l'époque. Sortir d'Afrique du Sud, Rwanda, Ouganda, Swaziland, puis le Nigeria en 2001. Et c'est là que tout bascule. Le Nigeria, 200 millions d'habitants, un marché où les gens s'arrachaient les premières puces SIM, comme de l'or. MTN débarque avec une offre simple, accessible et une promesse. Connecter le Nigeria. La croissance est explosive. En moins de 5 ans, MTN Nigeria devient la filiale la plus rentable du groupe. Elle pèse aujourd'hui, elle seule, plus de la moitié du chiffre d'affaires total de MTN. Mais l'expansion ne s'arrête pas là. La stratégie de MTN est d'une redoutable efficacité. Arrivé en premier dans les marchés vierges, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Zambie, Iran, Syrie, Chypre. Au milieu des années 2000, MTN ne se contente plus de l'Afrique. Il vise le Moyen-Orient, l'Asie centrale. Chaque entrée sur un nouveau marché suit le même schéma, rachat ou obtention d'une licence. Déploiement rapide du réseau, offre prépayée, accessible, population à faible revenu. Mais pourquoi MTN réussit là où d'autres échouent? La réponse tient en un mot, localisation. MTN ne vend pas un service télécom made in South Africa. Il se fond dans chaque culture. Il recrute local. Il parle aux communautés dans leur langue. En Côte d'Ivoire, la marque devient ivoirienne. Au Cameroun, elle devient camerounaise. C'est le secret le moins spectaculaire et le plus puissant de MTN. Mais l'histoire de MTN n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là, en 2015, un coup de tonnerre retentit depuis le Nigeria. Le régulateur nigérien inflige à MTN une amende record, 5,2 milliards de dollars. Le motif, ne pas avoir déconnecté à temps
des millions de cartes SIM non enregistrées, en violation des règles de lutte contre le terrorisme, 5,2 milliards. C'est l'amende la plus élevée jamais imposée à une entreprise en Afrique. L'action MTN s'effondre, les investisseurs paniquent, les analystes parlent de faillite possible, mais MTN ne s'effondre pas. Après de longues négociations, l'amende est ramenée à 1,7 milliard de dollars. L'entreprise vend des actifs, restructure, résiste et pendant cette crise, quelque chose d'inattendu se produit. MTN observe un phénomène qui grandit autour d'elle, le mobile money. Au Kenya, M-Pesa a démontré que le téléphone pouvait remplacer la banque pour des millions de personnes sans compte bancaire. En Afrique subsaharienne, plus de 60% de la population est non bancarisée. MTN voit l'opportunité de sa vie. En quelques années, MTN Mobile Money, Momo, devient l'un des services de paiement mobile les plus utilisés du continent. On peut envoyer de l'argent, payer ses factures, accéder à des micro-crédits depuis un simple téléphone, sans application, sans smartphone, sans compte bancaire. En 2021, MTN Group scène sa division FinTech. La valorisation estimée 5 milliards de dollars. L'opérateur télécom est en train de se transformer en super application financière africaine. Aujourd'hui, MTN Group est bien plus qu'un opérateur télécom. C'est une infrastructure, une artère vitale qui irrigue l'économie de 50 pays. Chaque fois qu'un entrepreneur sénégalais paye son fournisseur depuis son téléphone, chaque fois qu'une mère ghanéenne transfère de l'argent à sa fille à l'université, chaque fois qu'un agriculteur camerounais reçoit une alerte météo, MTN est là, en arrière-plan. Mais les défis sont immenses. La dette de la connectivité. Encore aujourd'hui, des centaines de millions d'Africains n'ont pas accès à Internet. Déployer de la fibre et de la 4G dans des zones reculées coûte une fortune pour des revenus modestes. La concurrence de Big Tech, WhatsApp, Google, Meta, ces géants offrent des services gratuits qui cannibalisent les revenus des SMS et des appels voix, le cœur historique de MTN. L'instabilité réglementaire. Opérer dans 50 pays signifie négocier avec 50 gouvernements, 50 régulateurs, 50 fiscalités différentes. Le risque est permanent. Et pourtant, il y a dans l'histoire de MTN quelque chose qui dépasse la simple stratégie d'entreprise. C'est la démonstration que l'Afrique peut produire des champions mondiaux, que le continent n'est pas qu'un marché à exploiter, mais un terrain à construire. MTN est né d'une licence que personne ne voulait. Il a grandi des marchés que tout le monde négligeait. Il a survécu à des amendes qui auraient tué n'importe quelle autre entreprise. Et il continue d'avancer. En 1994, un homme a décroché son téléphone et passé le premier appel commercial de MTN. Quelque part en Afrique, en ce moment même, 290 millions de personnes font de même. C'est ça l'héritage de MTN.